Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous et nous devons parler de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien que notre pays traverse, comme je le dis toujours, une zone de grande turbulence politique et nous risquons de perdre ce pays si nous ne faisons pas face à toutes ces agressions. Compatriotes congolais, mon message, comme je l'ai dit, nous allons beaucoup plus nous baser sur la question de savoir pourquoi la diaspora a dû voter massivement le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Et ici, je tiens à remercier nos compatriotes de l'Afrique du Sud, de la diaspora Afrique du Sud, la diaspora des États-Unis, la diaspora du Canada, et la diaspora de la France et de la Belgique. En tout cas, ils ont réellement compris la réalité des choses et ils ont réellement reflété l'image totale de la diaspora. Bien sûr, il y a d'autres compatriotes qui, en fait, nous allons le dire, qui n'adhèrent pas encore au discours de ce renouveau qui est en train de naître au niveau de la RDC. Et chacun a eu bien sûr le temps de faire l'analyse à sa manière et conclure qu'il peut voter pour Félix ou non. Si au niveau du pays, au niveau de la partie ouest du pays, nos compatriotes se sont beaucoup plus référés sur les actions visibles du chef de l'État, les routes, les écoles, les bâtisses. Les autres, dans les pays, dans les parties un peu plus pauvres, ont vu leurs enfants commencer déjà à étudier, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Donc chacun a eu à analyser la situation, à voir comment les choses évoluent et évoluer. Dans la partie Est, c'était beaucoup plus la sécurité. Et dans la campagne de Félix, Antoine Tshisekedi, il a beaucoup insisté aussi là-dessus, sur le problème sécurité. Compatriotes congolais, ici dans la diaspora, les choses sont un peu différentes. Bien que la diaspora ait voté massivement pour Félix Antoine Tshisekedi, mais ce n'est pas un chèque en blanc, autant bien sûr qu'au pays, et nous allons essayer un peu d'expliquer. Ici dans la diaspora, nous avions un mot d'ordre qui est des Zongisaï Narwanda. C'était depuis 2011-2012, les élections de 2011-2012. Et en fait, ce discours rimait avec ce que nous ne voulions pas entendre. C'était le Rwanda, c'était Kagame, c'était ces marionnettes. Nous avions pris les termes comme infiltration, termes comme occupation et balkanisation. Et c'était ça le discours. Et je vous fais savoir que ce discours n'a pas pris fin. Et les débuts de Félix, dans ses débuts, il s'est beaucoup plus rapproché du Rwanda, ce qui a fait que nous, on ne pouvait pas très bien comprendre cette situation. Maintenant que Félix est revenu sur la grande logique de notre combat, ce n'est pas seulement le combat de la diaspora, mais c'est un combat que les gens comme les Lumumba, les gens comme les Simon Kimbangu, c'est le combat pour lequel ils se sont battus. Et ils ne s'étaient jamais battus pour que les Congolais mangent 5 fois par jour, que les Congolais, je ne sais pas moi, que chacun ait un véhicule. Non. Ils ne se sont jamais battus pour ça. Ils se sont battus pour des valeurs morales, des valeurs liées à la dignité, à la liberté, à la grandeur de l'homme congolais. C'est ça, c'était ça le fruit de leur combat. Donc, compatriotes congolais, la diaspora n'a pas changé son discours. Mais le fait que Félix Antoine Tshisekedi s'est rapproché de ce discours, voilà pourquoi nous avons vraiment applaudi. Voilà, c'était la plus grande raison qui a fait que les Congolais puissent voter massivement et indistinctement pour Félix Antoine Tshisekedi. Compatriotes congolais, le fait qu'on a visé, on a pointé du doigt le criminel, c'est lui qui est en train de causer les problèmes en RDC,
nous avons applaudi, et la personne, c'est Kagame, qui est le virus mortel, qui est en train qui ne doit pas exister dans la société humaine. Et là, nous sommes en train d'appuyer là-dessus. Et c'est ça même le nouveau combat que nous allons faire. Parce que si nous laissons faire les choses, vous avez vu, même Sassou à côté a été évangélisé, il a compris, il a déjà été même déjà baptisé par Kagame pour être l'ennemi de la RDC. Tellement qu'il a été évangélisé, il a même vendu les terres des Congolais de Brazzaville. C'est vous dire que ce monsieur est très très dangereux et nous ne pouvons pas l'accepter. Et autour de lui, il a déjà créé certains commissionnaires qui sont en train de se battre pour vendre notre pays. Compatriotes congolais, c'est cela les choses. La diaspora congolaise, nous devons le savoir, n'est pas encore totalement unie comme nous pouvions le comprendre. Il y a toujours des étapes. En 2018, il y a eu des incises qui sont entrées dans la lutte. Et nous avions parlé de la lutte de la vérité des urnes. Et cette vérité des urnes n'était pas la finalité, en fait, de la diaspora. Mais c'était un moyen que nous avions utilisé pour que les choses puissent être comprises et remises en place telles que c'était. La diaspora ne pouvait pas aller voter, mais il y avait des gens qui sont sur place et qui représentaient cette image. Et parmi cette image, il y a l'honnêteté, il y a ce qui a fait qu'en 2018, le candidat qui avait la majorité de l'assise populaire, c'était celui dont on ne peut plus continuer à citer son nom, parce que c'est du passé. Mais tout compte fait, la diaspora continue son combat parce qu'il a vu que notre pays est infiltré, notre pays est occupé et notre pays est victime de la balkanisation. C'est cela en fait. Et lorsque l'autorité actuellement, l'autorité au sommet du pays, accepte et comprend ce langage, comprend que notre pays est infiltré, on est en train de faire maintenant le travail. Et la diaspora l'avait dit depuis son temps, mais la diaspora, personne ne l'avait comprise. Et actuellement, tout le monde connaît que le pays est infiltré, totalement. Et le pays est occupé. Il est occupé. Et le pays est victime de la balkanisation. Qu'est-ce qu'un pays occupé? Ici, je fais appel à ce qui a été dit au niveau de l'Union africaine. Nous sommes en 1969. Les chefs d'État, les grands chefs d'État s'étaient réunis. Là, on trouvait les Kwame Nkrumah, on trouvait les Kaunda de la Zambie, on trouvait les Julius Nyerere de Tanzanie. Il y avait beaucoup de gens, des grandes dignités qui avaient signé et définir ce que ça signifie un pays occupé. En réalité, dans la convention de l'Union africaine de septembre 1969, il est stipulé clairement qu'un pays est occupé lorsque une partie ou la totalité du pays est occupée par une puissance étrangère. Aujourd'hui, la partie Est est occupée, certaines zones sont occupées. En réalité, selon la définition de l'Union africaine, le pays est occupé. Et si nos compatriotes, ici dans la diaspora, continuaient à marteler que notre pays est occupé, il faut bien le comprendre. Et si vous ne voulez pas le comprendre, allez-y, allez dans le Google et puis écrivez la convention de l'Union africaine, je vois du 10 septembre 1969,
et sur les réfugiés. Donc, c'est ça ce qui a fait que si vous quittez la RDC, que vous allez dans un pays africain, on va vous accueillir et on va vous donner les statuts de réfugiés parce qu'une partie de votre territoire est occupée par une puissance étrangère. Compatriotes congolais, c'est ça les dossiers que nous devons mettre sur la table et c'est ça ces dossiers qui fait que nous devons très bien nous comprendre les uns les autres au risque de pousser les uns les autres à pouvoir recourir à des méthodes violentes comme suprême recours des révoltes pour faire entendre leur voix. Nous, Congolais, de père et de mère, vous savez, nous sommes aussi des Congolais du sol et du sous-sol. Nous travaillons, nous sommes d'avis que nous devons tous travailler indistinctement à la sécurité de notre État. Nous devons travailler pour éviter toutes les diverses formes d'agression et de troubles publics. C'est cela que nous devons le faire. Et malgré que nous sommes appauvris, malgré que nos institutions sont encore fragiles, malgré que nous sommes encore, notre peuple a besoin d'une rééducation des écoles, avoir une autre culture, une culture universelle. Mais nous devons avoir à l'esprit tout simplement que, et éviter que la RDC ne devra pas être une nation continuellement dans des guerres civiles. Et un pays où il doit y avoir des diverses formes d'agression ourdies par les propres fils de père et de mère congolais. Nous devons éviter cela. C'est cela même la démocratie, lorsque chacun est écouté. Lorsque les compatriotes dans la diaspora disent que non, nous, on n'est pas pour les élections, il faut comprendre qu'ils ont ces raisons. Parce qu'un pays occupé ne peut pas organiser les élections. Ça c'est vrai. Mais comment libérer ce pays si on ne participe pas aux élections? Là, c'est encore un autre problème. Comment se battre pour libérer ce pays occupé lorsqu'on se trouve à 10 000 kilomètres? Ça, c'est encore une question qui devra être discutée afin de mettre tout le monde d'accord. Comme je l'ai dit, chaque Congolais a l'obligation de travailler indistinctement pour la sécurité de notre pays. Compatriotes congolais, ici je ne donne pas une leçon de politique, ce sont des choses que nous sommes en train de comprendre. Et Félix Antoine Tshisekedi a eu cette majorité au pays parce qu'il a signé, voilà, il a signé un contrat social avec le peuple. Et ce contrat social est fondé sur la gestion démocratique de notre pays. Et qui dit gestion démocratique du pays, ça veut dire amener tous les fils autour de la table. Enfin, je ne parle pas des négociations, tout ça, mais il y a certaines petites choses qu'il faut tout simplement enlever et notre pays va évoluer. Et voilà pourquoi notre souhait, mon souhait, le souhait de tout le monde, de tous les Congolais, est que Dieu permette à Félix Antoine Tshisekedi d'avoir la sagesse, de mettre autour de lui, notamment dans le gouvernement et les autres, favoriser aussi les autres institutions, avec des hommes intègres, des hommes consciencieux, des hommes capables de pouvoir gérer ce peuple. Parce que Félix Antoine Tshisekedi a fait de ce peuple une bombe. Aujourd'hui, il a promis. Est-ce que réellement il va réaliser tout cela? Et pour réaliser tout cela, il a besoin des gens qui soient capables de comprendre les choses et de se mettre au travail. Pas des dialloïstes. Les dialloïstes n'ont pas leur place à côté de Félix. Donc voilà un peu, compatriotes congolais. Je vais un peu fermer ce passage, mais je veux essayer un peu de répondre à certaines préoccupations qui peuvent nous déranger et qui dérangent les uns les autres.
Et ce sont des préoccupations beaucoup plus politiques. Nous avons vécu pendant longtemps avec l'UDPS, qui était un mouvement de masse. Je ne parle pas de l'UDPS parti politique, mais je parle de l'UDPS comme un mouvement de masse qui militait pour la démocratie et le progrès social. Et quelle est la différence avec les combats actuels? Compatriotes congolais, essayez un peu de voir les choses dans leur profondeur. Le monde évolue, il faut évoluer avec lui. Chaque chose a son temps. Lorsque un temps passe et que vous n'avez pas accompli ce que vous devriez faire dans ce temps-là, eh bien les choses passent. Parce que Dieu participe à chaque étape de la vie. Lorsqu'il donne une idée, il faut la réaliser. Et lorsque vous ne la réalisez pas, vous venez la réaliser après, ça pose toujours des problèmes. C'est ainsi que le discours de l'UDPS était porté par des personnalités bien connues. Ils étaient des nationalistes, les autres des fédéralistes, il y avait les libéralistes, il y avait les... Donc, tous ces mondes-là s'étaient mis ensemble pour dire que nous devons aller dans la démocratie. La démocratie et le progrès social. Ce temps-là, vous avez vu comment le diable a combattu ce temps-là, n'est pas venu. Et malgré que nous ayons eu ce que nous avions eu un semblant de démocratie, comme une soupape tout simplement de sécurité, mais en réalité, il n'y avait rien. Alors maintenant, ce combat-là est porté aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est un combat qu'il est en train de faire en retard. Ce combat devrait être fait avec les fondateurs de cet État. Ce sont eux qui devraient, par exemple, Etienne Tshisekedi, qui n'avait même pas besoin de radio. À partir de son salon, il lançait mot d'ordre et tous les pays suivaient. Et ce pouvoir, Félix n'a pas ça. Félix utilise d'autres moyens pour que ce message puisse aller. Mais il est dans la droite ligne de cet esprit de l'UDPS. Et l'UDPS avait pour but de se battre pour la démocratie. Se battre pour la démocratie, asseoir la démocratie et développer le peuple dans ce qu'on appelle le progrès social. Et c'est ça ce que Félix est en train de faire. Il doit asseoir la démocratie. Nous ne pouvons pas continuer en 2028 à continuer à asseoir la démocratie. La démocratie doit s'asseoir. Ce mandat ici, c'est le dernier mandat où toutes les structures de la démocratie doivent être installées. Compatriotes congolais, parlons un même langage si nous voulons aller très loin. Autant que lorsque tout le monde s'était mis ensemble, Mobutu avait cédé. Et c'est lorsque nous allons nous mettre ensemble que nous devons évoluer. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre si la démocratie n'a pas de racines en RDC. S'il n'y a pas la démocratie, il y aura toujours des frustrations. Et les frustrations vont pousser les gens à aller prendre des armes. Mais nous devons mettre en place des structures capables de pouvoir faire qu'une personne soit écoutée et que cette personne n'aille pas en dernier recours à user de la violence pour s'exprimer. Mettons fin à cela. Et lorsque nous serons d'accord sur cela, et ce qui est en train d'être fait, et nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le développement social. La population va commencer à manger 5 fois par jour. Tout est là, il n'y a pas de difficulté. C'est question tout simplement qu'il y ait cette volonté que nous sommes en train de voir dans Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est sous ce soubassement-là que nous allons commencer maintenant à détecter tous les infiltrés, à détecter les occupants. Donc vous voyez que lorsqu'on a créé l'UDPS, il n'y avait pas l'infiltration. Et Félix, les éléments qui lui arrivent maintenant, il est aussi surpris. C'est ainsi que lui n'a pas cherché à aller en guerre. Il a préféré aller dans l'amitié avec le pays voisin. Il a appelé Kagame, il lui a fait expliquer des choses.
C'est parce que l'UDPS n'a jamais prévu que nous serions attaqués un jour ou que les Occidentaux cherchent à nous diviser. Donc il faut bien comprendre ces choses et nous allons évoluer. Alors, maintenant la diaspora, ou du moins pas la diaspora, je peux dire en général, moi y compris, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le combat de la résistance. Le combat de la résistance est venu avec ce qui se fait maintenant sur terrain. Que nous étions inconscients, que nous étions infiltrés. Nous étions inconscients qu'on pouvait nous occuper facilement. Nous étions inconscients que notre pays pouvait être balkanisé. Nous pensions que de la même manière que nous pensons, les autres aussi peuvent penser de cette manière-là. Donc voilà un peu, c'est ça un peu la grande différence avec le combat de la diaspora. Donc si vous évaluez le combat de la diaspora, où que vous soyez, mettez-vous en tête que nous avons une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, M. Ngwanda est venu avec l'idée, et cette idée est en train de faire le chemin. Bon. Mais nous avions aussi une idée. Nous avions une idée, mais toutes ces idées, telles que je suis en train de le dire, ce sont des idées qui doivent aller avec les étapes. En réalité, comme je l'ai dit, la mission de l'UDPS, l'installation de la démocratie, le progrès social, ce sont des choses qui devraient être déjà faites pour que les Congolais arrivent et commencent à détecter les infiltrés et tous ces gens-là. Et nous, par exemple, lorsque nous avons fait le Congo libre, nous avons mis en place le Congo libre, c'était que nous devions avoir maintenant allié la paix. Hein. Nous devons, le peuple congolais a besoin de la paix. Qu'est-ce que la paix? Est-ce que la paix, donc voilà, donc la paix, l'unité, hein, parce que la paix n'existait pas en RDC jusque maintenant, l'unité n'y est pas, la fierté du Congolais n'y est pas, donc bref, la liberté n'existait pas. Ça veut dire quoi? La paix que nous sommes en train de faire, la paix sous Mobutu, c'était une paix avec le coup de la baïonnette. Personne ne pouvait parler, donc on s'était accepté parce que nous étions tous des Congolais. Mais l'État était toujours à nous. Si bien qu'il a fait qu'après lui, et ainsi de suite. Donc c'est ça un peu, après la mort de Jésus, vous avez vu, tout le monde s'était dispersé. Les disciples n'étaient pas ensemble. Ils faisaient semblant d'être ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. C'est ça comme l'union sacrée. Ils font semblant d'être ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Vous voyez ça? Donc la paix que nous cherchons, ce n'est pas la paix où vous allez chez le prêtre et vous dites allez en paix de Christ, ou je ne sais pas moi, dans les églises, on vous parle de la paix. Non, ce n'est pas de cette paix. La paix doit être vivante. L'unité, nous ne l'avons pas. L'unité, bon, on peut tuer un chef par exemple, à Massissi. Mais les gens, par exemple, au Bas-Congo, bon, prenons par exemple le chef coutumier Kamwina Nsapu. C'était un chef coutumier. Il a été tué. Mais les autres ont dit, oh, Anna, ce sont les affaires de Balouba. Ah non. Si on dit que quelqu'un a Massis, ceux qui sont à l'ouest vont dire, bon, écoutez, bon, ça, ils sont toujours en guerre, ils sont toujours comme ça. Ne vous occupez pas beaucoup de... Donc, voilà un peu ces valeurs-là, nous devons... Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais signé un pacte global. Hein, que toutes les tribus se mettent d'accord que si on attaque une seule tribu, les autres tribus sont aussi attaquées. C'était ça. C'est comme on a occupé une partie de la RDC. Il faudrait que tous les Congolais se sentent qu'ils sont occupés. Que quelqu'un qui est au Bandundu se sente qu'il est occupé, alors que c'est Bunagana qui est là. Pourquoi? Parce que c'est une partie du corps. Donc l'unité que nous devons former, c'est il faudrait qu'il y ait un pacte. Hein, il faut qu'il y ait un pacte qui fait que si on attaque un seul chef, on a attaqué tous les chefs. Bon, en fait, je ne peux pas aller parce que ça fait partie de notre programme. Tout est déjà préparé, mais pour le moment, nous sommes dans le programme
asseoir la démocratie et le progrès social. Que le Congolais n'ait pas le temps de recourir à la violence pour s'exprimer. Voilà pourquoi les médias doivent faire un grand effort, pas des dialoguistes comme nous sommes en train de le voir. Et il y a beaucoup de structures. L'indépendance économique, ça signifie le progrès social. Nous sommes en train de voir cela. Alors, nous ne pouvons pas venir déranger un tel élan, parce que c'est le moment, nous devons asseoir la démocratie et le peuple doit manger. Les sociales doivent être faits, les écoles, les ceci. C'est à ce niveau-là que lorsque nous aurons cette maturité, que les choses comme des filtrations, les discours passera parce qu'au niveau de l'école, on leur parlera. C'est au niveau de l'école où nous allons former les agents de sécurité. À partir de l'école, un enfant doit être capable de dénoncer ce qu'il est en train de voir d'inapproprié autour de lui. Donc, allons étape par étape. On ne peut pas combiner les choses, sinon nous n'irons nulle part. Compatriotes congolais, voilà un peu ça, c'était la première question. Donc, ça veut dire que l'UDPS se bat pour asseoir la démocratie, le progrès social, c'est-à-dire l'indépendance économique. La diaspora, dans sa forme actuelle, se bat contre l'infiltration, contre l'occupation et contre le principe de la balkanisation. Et nous, lorsque nous étions dans le Congo libre, nous nous battions sur les valeurs de la paix, l'unité des Congolais. Comment donner aux Congolais sa fierté, sa grandeur. Comment faire de ce Congolais pour qu'il ait au moins un minimum de dignité dans ses actions. Et en fait, l'ensemble de tout ça donne aux Congolais ce qu'on appelle la liberté d'agir. Compatriotes congolais. Ça, c'était la première question, elle est un peu longue. Bon, maintenant, quel a été le but du combat de la diaspora? Compatriotes congolais, la diaspora ne se bat pas pour des choses matérielles. La diaspora a été beaucoup émue de voir comment on tuait à l'Est. Notre peuple était abandonné. Notre peuple préférait mourir que de continuer à vivre sous ce dénigrement. Notre peuple n'avait plus de valeur. Il préférait même mourir plutôt que de vivre dans cette situation-là. Et alors, le Congolais, ou du moins la diaspora, a pris conscience, et voilà, et toutes ces choses se sont arrivées. En fait, les Congolais, enlevons un peu de l'esprit que la diaspora aime le pouvoir. Non. Le pouvoir, peut-être, c'est un moyen pour faire réaliser les choses. C'est comme Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'il n'avait pas ce pouvoir, il ne pouvait pas mobiliser un peuple. Pourquoi? Parce que, bon, c'est comme ça, le pouvoir, on cherche le pouvoir pour faire aboutir les choses. C'est ça le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir pour se promener dans des véhicules. Ou je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que vous pouvez penser de mieux, mais un vrai diaspora qui s'est battu et qui a un minimum de vie, je ne pense pas qu'il puisse s'égarer dans la chose. Donc, la diaspora se bat pour des valeurs morales, des valeurs immatérielles, tout ça. Les Congolais qui se battent pour s'enrichir, il faut les détecter, ils ne sont pas de la diaspora. Ce sont des gens qui, vous connaissez, ce sont des gens, c'est comme le pasteur là qui s'est marié à une fille de 14 ans, hein, Casson ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, ce n'est pas qu'il l'a fait, il l'a toujours fait. Dans sa jeunesse, il le faisait. Vous voyez ça. Donc, la diaspora qui vient là-bas et qui vole, donc ils ont toujours été comme ça. Ils ne se sont pas battus. Ce sont des gens qui... Bon, en fait, voilà, je ne peux pas trop m'expliquer au point de me jeter des fleurs sur moi. Non, c'est pas ça. Mais, il y a beaucoup de choses.
les valeurs. Nous, on a cru qu'au Bas-Congo, il y avait des grandes valeurs, parce que tous les pays avaient perdu leurs valeurs. Mais au Bas-Congo, les valeurs humaines, traditionnelles, c'était au Bas-Congo. Mais avec la liste des 82 voleurs, curieusement, nous trouvons le Bas-Congo avec des gens, pas des gens de la rue, mais des gens qui ont étudié, des gens, mais des voleurs. Ça, on ne peut plus comprendre vraiment les choses. Donc voilà, vous comprenez maintenant la lutte et comment nous devons l'aborder. Et nos compatriotes qui sont ici dans la diaspora devront aussi comprendre que s'ils veulent analyser ou du moins ils veulent critiquer voilà, critiquer c'est peut-être critiquer le pouvoir de Kinshasa. Ils doivent connaître que Félix Antoine Tshisekedi a pour mission d'asseoir la démocratie avec des institutions valables, avec des hommes valables. C'est ça son combat. Félix n'a pas vécu au moment où nous étions agressés. Non. Etienne Tshisekedi, donc Félix continue le combat de l'UDPS. Et après qu'il ait mis en place, asseoir la démocratie, il doit faire le progrès social parce que les gens honnêtes, intègres, qui seront dans les institutions, feront que le levier économique va monter. Et là, nous aurons maintenant ce qu'on appelle le développement social, qui est l'indépendance économique. Et l'état des droits va venir, la magistrature, l'armée. Il est en train de faire ces choses. Jugez-le à ce niveau-là. Le moment viendra parce que ce discours de l'état des droits en 2028 ne sera plus là. Parce que le Congolais aura besoin, dès que le Congolais va commencer à bien manger, avec de bonnes routes, de belles écoles, le Congolais cherchera à monter, à avoir un autre discours. Donc il faut penser beaucoup à toutes ces choses. Voilà pourquoi il y a toujours 2 ans d'un président. C'est pour que le message puisse porter. Voilà. Et le message a toujours été immatériel, hein, de valeur immatérielle. Ce n'est pas Mazembe, allez là, Banakina, allez là. Non, ce n'est pas ça. Ici, on a besoin de valeurs, de valeurs. Les valeurs. Lumumba s'est battu pour des valeurs, des dignités. Hein. Kimbangu s'est battu pour les valeurs de la grandeur de l'homme noir, de la race noire. Vous voyez, il y a les gens, beaucoup de gens. Etienne Tshisekedi ne s'était pas battu pour se construire des maisons. En peu de temps, vous avez vu Kabound, comment il a construit. Mais Etienne Tshisekedi, lui, qui était même Premier ministre, qui avait des relations, qui avait tous ces gens derrière lui, les Kansebu, les Mfonti, et tout ce monde-là que vous connaissez, les Richards de la RDC, tous étaient derrière lui. Est-ce que vous avez vu Etienne Tshisekedi se construire des maisons comme ça? Non. Donc, voilà. Donc, les gens comme les Kabound, c'était des gens on appelle ça, des gens qui étaient dans la peau hein? La peau de quoi? La peau de mouton, alors ils étaient des loups. Voilà. Voilà. Il y a des choses ici. Bon, là au pays, vous dites souvent que la diaspora se comporte souvent avec la violence, et ainsi de suite. La diaspora n'a pas ça en tête. Remarquez que il y a des circonstances qui viennent de personnes eux-mêmes. Je vous donne l'exemple. En 2012, on vole les élections de Etienne Tshisekedi. La diaspora se mobilise. Qui avait poussé la diaspora à se manifester? Les ambassadeurs sont allés voir Etienne Tshisekedi et Etienne Tshisekedi leur avait dit que mais ces gens-là savent pourquoi ils sont en train de faire. Donc la violence dans la diaspora, c'est un phénomène incontrôlé de gens qui, comme je l'ai dit, qui voulaient exprimer leur mécontentement parce qu'ils n'avaient pas un endroit où recourir. Donc il fallait qu'ils s'expriment. Bon, on a cassé la musique, il fallait que le message porte. On a cassé le théâtre. Ce n'était pas que nous étions des ennemis du pays, mais il fallait que le message soit porté. Aujourd'hui, que le message est porté par un fils du pays, de père et de mère, un fils du sol et du sous-sol,
Mais ils vont encore se battre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà un interlocuteur valable qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il faudra aussi que toutes ces choses soient étudiées, analysées pour que, comme je l'ai dit, on ne puisse plus recourir à des choses comme ça. Bon, voilà, c'est ça. Et pourquoi la diaspora a-t-elle voté massivement pour Fachi? Ben, en fait, les raisons sont là, c'est que Fachi a rejoint le discours radical de la diaspora, un discours que Lumumba a porté, un discours que Kimbangu a porté, et voilà, c'est cela. Etienne Tshisekedi a porté ce discours de libéralisation, tout ça. Bon, voilà, c'est ça. Bon, nous devons nous impliquer dans le programme au pays. Pourquoi la diaspora, nous devons le faire parce que nous représentons une conscience positive de choses. Nous devons amener l'atmosphère, une nouvelle atmosphère politique au pays. Lorsque un ou deux des individus issus de la diaspora vont au pays, ils sont avalés et ils ne peuvent rien faire. Mais lorsqu'ils vont, comme j'ai proposé le mouvement sioniste, avec des gens de valeur, il est possible que beaucoup de choses puissent marcher. Donc c'est cela en fait ce que nous devons faire. Mais lorsqu'on prend un ou deux ou des gens qui vont là parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir bon voilà, voilà, c'est ça un peu la différence entre la vraie diaspora et les autres personnes. Nous devons aller en masse parce que nous devons sauver ce pays ensemble. Nos expertises que nous avons, tout ça, nous devons les mettre à la disposition de notre pays. Je vous donne l'exemple. Par exemple, ici dans la Scandinavie, nos enfants qui ont étudié ici, et nous-mêmes qui sommes ici, ici il n'y a pas ce qu'on appelle la corruption. Les pots de vin, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous venez en Scandinavie, n'osez pas user des langages ayant trait à la corruption. Ça n'existe pas. Que cela soit dans les votes, tout se fait naturellement, normalement. Vous venez avec des langages de détournement, ils ne savent pas. Et même les enfants auront difficile à comprendre, mais qu'est-ce que le détournement, qu'est-ce que le vol, ils ne savent pas. Parce qu'ils ont appris autre chose. Il y a une autre coutume ici. Et si vous allez, par exemple, nos compatriotes qui vont venir, par exemple, de la Chine, ça, ce sont des gens qui savent se débrouiller. Et on apprend à se débrouiller pour émerger. Nos compatriotes, les enfants qui viennent des États-Unis, on leur a appris la force de se battre, hein, le combat de se battre pour survivre d'abord. Hein. L'État ne leur donne pas toutes ces facilités comme tout. Donc c'est ça un peu la grande différence. Et si vous voulez des gens qui savent bien se battre, bon voilà, c'est ça. Chaque partie de la diaspora a un fruit qu'il faut qu'il porte au pays. Donc voilà un peu, donc voilà un peu à peu près ce que je peux dire du moins pour aujourd'hui. Je crois pouvoir terminer. J'ai dit tout simplement que j'ai dit à nos compatriotes de la diaspora que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour retourner chez nous. Le temps, nous avons une personne au sommet du pays qui est capable de pouvoir comprendre parce que tout cela est consigné dans le contrat social qu'il a lié avec nous. Compatriotes congolais, nous devons soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Il n'est pas Dieu. C'est un homme, c'est un humain. Il a ses faiblesses. Et je peux dire que si Félix n'a pas de soutien, nous n'aurons rien du tout. C'est nous qui sommes bénéficiaires. Mais s'il est soutenu, nous aurons tout. En d'autres termes, dès qu'il va se fatiguer, par exemple, c'est comme Moïse qui était au sommet là. Chaque fois que ses bras étaient étendus, c'était les Israéliens qui avaient la force. Et lorsque Moïse se fatiguait et baissait les bras,
Donc c'était, voilà ce que ça donnait. Alors, Moïse actuellement, il est représenté, c'est Félix. Lorsqu'il a encore la force, essayons de l'aider. Ne cherchons pas au moment où il va baisser le bras, qu'il y ait les gens, pour nous devons le soutenir. Il y a eu Aaron et, comment il s'appelle encore l'autre là, Aaron et Hur qui étaient là, qui ont placé la pierre. Moïse s'est assis là-bas parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Et puis ils ont tenu de part et d'autre, et c'est alors que l'Israël avait gagné. Donc c'est le combat, la réussite doit se faire dans l'ensemble. Ce n'est pas en se critiquant, ce n'est pas en, tout ça. Nous comprenons des gens qui sont déçus comme les Nanga, Sylvie bien sûr, mais ce sont des gens qui ont cherché à aller un peu très vite, à recourir à la violence, parce que pour des intérêts matériels, ainsi de suite. Mais si chacun pouvait avoir normalement ce qu'il devrait avoir, le jour, la nuit, donc ça devrait être quelque chose de... Voilà, compatriotes congolais, des choses que j'allais vous dire aujourd'hui. Et je pense que nous allons continuer ensemble avec vous. Notre heure est arrivée. La République démocratique doit être capable d'imposer la démocratie, non seulement en RDC, mais en Afrique. La présence de Kagame est très 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 dangereuse. Kagame a réussi à évangéliser, à convertir Sassou Nguesso. Il a réussi à placer une marionnette au niveau du Kenya. Kagame, pour le moment, est en train d'évangéliser le Sud-Soudan, évangéliser la République centrafricaine pour placer ses pions. Ces gens-là sont déjà là. Et Sassou Nguesso a déjà reçu le baptême. Et Kagame ne s'est pas arrêté là. Il a pris des gens comme des Frank Djongo, qu'il a évangélisé. Je ne sais pas s'ils étaient déjà baptisés. Il y a aussi Nanga qui est sur la liste. Donc, il est en train de piocher un à un de cette manière. Kagame est très très dangereux. Nous devons le faire partir de ce pays. Il doit partir. Il ne doit pas continuer à faire souffrir nos compatriotes. Nos compatriotes du Rwanda. Pas des compatriotes, mais nos frères et sœurs du Rwanda. Parce qu'il y a des chrétiens là-bas. Kagame ne doit pas continuer à faire tuer nos compatriotes ou nos frères et sœurs du Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Donc, battons-nous ensemble pour que nous puissions gagner ce combat. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Bye. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor.